Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, un duel Monsef Marzouki, Beji Caïd Essebsi. Voilà l'affiche du second tour de la présidentielle tunisienne. Léger avantage pour le leader du parti séculier Nida Tounes. Premier conseil des ministres au Burkina Faso depuis la démission de l'ancien président Blaise Compaoré. L'occasion pour le gouvernement nouvellement nommé de définir l'agenda de cette année de transition. Et au Togo, l'opposition continue de réclamer des réformes institutionnelles et reproche son retard au pouvoir, notamment sur la limitation des mandats présidentiels. C'est donc un duel serré qui s'annonce pour le second tour de la présidentielle tunisienne. Les résultats officiels du premier tour qui viennent d'être annoncés ce mardi donnent Beji Caïd Essebsi, leader du parti Nida Tounes, en tête avec 39,46% des suffrages, mais suivi de près par le président sortant Monsef Marzouki qui réunit lui 33,43% des suffrages. Les autres candidats, eux, ne dépassent pas la barre des 8%. Écoutez l'analyse de Sofiane Ben Farhat. L'élection présidentielle a entériné la lame de fond et les mêmes résultats que les élections législatives. Le mouvement Nida Tounes, dont le candidat qui était bien sûr gagnant au niveau des législatives, recueille à peu près le même nombre de voix, c'est-à-dire 1 300 000 voix à peu près. Le candidat Marzouki, son parti, avait été laminé au niveau des législatives, ayant perdu 25 sièges, puisque à la Constituante, ils avaient 29 sièges, ils n'en ont plus que 4, mais il a bénéficié du report de voix du mouvement Nara. Et donc, il y a eu à peu près les mêmes proportions que lors des législatives. Les deux vont passer par un second tour qui, en fonction du recours, sera décidé, soit pour le 14 décembre, soit pour le 21 décembre. Ça promet d'être chaud, vu que ça se joue dans un mouchoir, à quelques centaines de milliers de voix. Au Burkina Faso, le gouvernement de transition nouvellement nommé a tenu ce lundi son premier conseil des ministres. Une séance menée par le président par intérim Michel Kafando et son premier ministre Isaac Zida. À cette occasion, les grandes lignes de l'agenda 2015 ont été définies. Un reportage de notre correspondant Wendiam Valentin Compaoré. Le Burkina Faso vient de se doter d'un nouveau gouvernement. En effet, après plusieurs jours de tractation, le nouveau gouvernement de transition a été dévoilé ce dimanche soir. Lundi, ils ont tenu leur premier conseil autour du président Michel Kafando et de son premier ministre Yacouba Isaac Zida. Un gouvernement de transition de 26 ministres composé de personnalités issues de l'armée, de la société civile mais aussi la classe politique. Dans leur agenda, les élections de 2015 mais aussi des problèmes sociaux. Il s'agit de faire de l'économie numérique de manière générale, je dirais un levier de développement dans notre pays et de lutte contre le chômage. Je pense qu'il faut être très très clair dans ce sens-là. L'économie numérique, certains pays l'ont démontré, peut permettre justement donc de lutter contre le chômage. Lors de l'investiture du président de la transition Michel Kafando vendredi dernier, il fustigeait la malgouvernance sous le régime Compaoré. Des dossiers qui sont inscrits dans le programme de ce gouvernement. On aurait un gouvernement de combat qui va s'atteler donc à travailler sur beaucoup de questions, beaucoup de préoccupations, notamment donc les questions de justice et les questions liées donc à l'amélioration des activités au niveau social des populations et évidemment aussi les questions, j'allais dire, liées à la lutte contre la corruption, la moralisation de la vie publique. Ce gouvernement de transition suscite chez les populations des réactions mitigées. Ainsi, le ministre de la Culture, Adama Sayon, est récusé par une partie de la société civile qui dénonce son rôle dans le non-lieu du dossier Norbert Zongo. Une erreur de casting selon certains observateurs. Au Burundi, l'enrôlement des électeurs a démarré ce lundi en vue des élections générales de 2015, mais l'opposition a émis des réserves sur cette opération. Certains partis avaient même écrit à la commission électorale pour demander son report. Ils estiment que le processus en l'état actuel ouvrirait la porte à des fraudes massives sur le fichier électoral. Écoutez notre éditorialiste Gracien Okindikiza. Oui, l'opposition burundaise demande le report de l'enrôlement des électeurs parce qu'elle craint d'abord des tricheries au niveau du fichier électoral, parce que déjà les personnes qui ont été embauchées pour faire les enrôlements sont déjà contestées et la façon de les recruter pose des problèmes, notamment parce qu'il était prévu que c'était des chômeurs et là ils retrouvent des fonctionnaires.
souvent des fonctionnaires affiliés au parti qui est au pouvoir. Et deuxièmement, c'est que même la composition des CENI, des CEPI, de tout ce qu'on appelle les commissions nationales ou commissions provinciales, pose déjà des problèmes parce qu'il y a peu de gens de l'opposition et certains partis ont déjà boycotté. L'opposition craint qu'il y ait des tricheries, d'abord au niveau du fichier, deuxièmement au niveau de l'organisation. Et en plus, ce qui se passe, c'est que pour être enregistré, pour être recensé, il faut avoir une carte d'identité. Or, beaucoup de Burundais n'ont pas de pièce d'identité. Au Togo, la question des réformes institutionnelles continue d'être au centre des débats. Le 22 novembre dernier, elles ont même été l'objet d'une rencontre entre le chef de l'État, Faure Gnassingbé, et le leader de l'opposition, Jean-Pierre Fabre. Pour l'instant, aucun consensus n'a été trouvé. Guevanido. Au Togo, l'opposition réclame des réformes politiques dans la perspective de l'élection présidentielle de 2015. La principale revendication concerne la limitation du mandat présidentiel. C'est dans ce cadre que le président Faure Gnassingbé a reçu le leader de l'opposition, Jean-Pierre Fabre, samedi dernier. À la fin des discussions, le chef de l'État a posé des conditions pour la matérialisation de ces réformes. Alors, le président de la République, dans l'audience qu'il a accordée à M. Jean-Pierre Fabre, n'a pas une piste de position particulière. Et il a tout simplement rappelé à M. Jean-Pierre Fabre que la proposition de loi c'est dans une procédure parlementaire qui est bien connue des députés et que cette procédure-là comportait un certain nombre d'aspects qui doivent être respectés depuis 2005 qu'il est au destiné du pays pour continuer à faire les réformes économiques, les réformes sociales et les réformes politiques. Et il faut le faire dans un esprit de concertation et dans un esprit de recherche de compromis et de consensus. L'aile dure de l'opposition réclame une limitation avec effet immédiat, ce qui empêchera Faure Gnassingbé de se représenter en 2015. Une position rejetée par le parti au pouvoir qui brandit le principe de la non-rétroactivité de la loi. En juillet dernier, le projet de loi limitant le mandat présidentiel à 5 ans renouvelable une seule fois, introduit par le gouvernement, a été rejeté par les députés de la mouvance présidentielle majoritaire à l'Assemblée nationale. À partir du moment où un consensus est possible, sans que vous faites ces réformes-là, qui sont convenues depuis 2006 et qui n'ont pas été mises en œuvre parce que le pouvoir n'en voulait pas et que d'un autre côté également, l'opposition dans son ensemble n'avait pas accepté d'entrer dans un gouvernement d'union destiné entre autres à mettre en œuvre les réformes. Il faut faire ces réformes-là avant la présidentielle de 2015 pour ne plus avoir à discuter après 2015 de rétroactivité ou pas de la sensible question de la limitation du mandat. Je crois que tout le problème est là. La question de l'alternance est devenue une crispation. Il faut la régler à travers les tests. Et la limitation du mandat a l'intérêt de régler, à l'avantage de régler cette question. Le vendredi 21 novembre, les militants de la majorité de l'opposition se sont exprimés à travers des manifestations. La société civile appelle aussi la population à descendre dans la rue ce vendredi pour exiger à son tour des réformes. En Guinée, l'opération de recensement biométrique des fonctionnaires se poursuit avec le système de pointage des travailleurs, un exercice auquel les agents de l'administration publique n'étaient pas habitués. L'objectif des autorités est d'assainir le fichier de la fonction publique pour améliorer les conditions de travail des fonctionnaires. Un reportage de notre correspondant Mohamed Lamine Solano. Les fonctionnaires guinéens soumis au système de pointage. L'exercice va durer 2 mois et se fixe pour principal défi l'assainissement du fichier de la fonction publique. Une phase de l'opération de recensement biométrique des travailleurs de l'administration publique, lancée en début d'année par les autorités. Le système de pointage pourrait aider à renforcer le dispositif de contrôle des agents de l'État. Chaque fonctionnaire a l'obligation de se présenter à l'heure à son poste de travail pour se faire enregistrer à l'heure de son arrivée et également à l'heure de départ. Et disons que, et avec précision, que ces documents, ces registres vont être exploités, traités et serviront de base pour l'établissement des états de salaire pour le mois de novembre, décembre et janvier. Dans les services de l'administration publique, le sujet suscite assez de discussions. Les journalistes des médias d'État, par exemple,
juge le système de pointage défavorable aux professionnels de l'information. Plusieurs facteurs expliquent cette position. C'est un métier qui fonctionne à temps plein. Nous n'avons pas de jours fériés, nous n'avons pas de samedi, dimanche. Donc nous sommes appelés à travailler tous les jours. Et il serait très difficile pour nous de nous soumettre à ce système. Les autorités guinéennes annoncent l'installation prochainement d'un système de pointage électronique pour un meilleur contrôle des fonctionnaires et contractuels de l'État. Objectif du gouvernement, maîtriser l'effectif des travailleurs de l'administration publique pour une amélioration de la grille salariale et des conditions de travail dans le public. Avec un salaire de 100 € par mois pour le fonctionnaire moyen, les travailleurs de l'administration publique sont les moins bien payés de la sous-région. Un bilan intermédiaire du recensement biométrique des fonctionnaires et contractuels dénombre plus de 19 000 agents fictifs sur 105 756 fonctionnaires identifiés. Du sport à présent, le Tour du Rwanda 2014 s'est déroulé du 16 au 23 novembre. Une dizaine de pays ont pris part à cette 6e édition. Les Érythréens et les Marocains ont remporté chacun 2 étapes, mais c'est bien un Rwandais qui s'est imposé au classement général. Un reportage de notre correspondant Olivier Diakota. Valens Ndaisenga, grand gagnant du Tour du Rwanda 2014. L'athlète a été élu meilleur espoir du Rwanda, meilleur combattant et est arrivé à la tête de tous les coureurs au classement général. La vingtaine environ, le cycliste a su conserver le maillot jaune de la compétition depuis la 2e étape jusqu'à l'apothéose. Il a remporté une seule étape, mais grâce à un travail collectif de ses coéquipiers, le sociétaire de l'équipe de Karisimbi sort vainqueur du Tour. Une victoire historique pour le pays des 1000 collines dans cette compétition. Je remercie Dieu d'avoir remporté le Tour à mon jeune âge. Je suis très heureux. Désormais, je compte aussi me faire valoir dans de grandes compétitions internationales et pourquoi pas remporter ces événements. Le cyclisme commence à gagner les cœurs au Rwanda ces dernières années. Les cyclistes rwandais occupent de bons rangs dans cette discipline sportive au niveau continental. Toutefois, pour rivaliser avec les grandes nations mondiales du cyclisme, des améliorations sont nécessaires. Nous devons continuer la détection pour qu'on ait beaucoup plus de coureurs parce que le nombre est encore réduit. C'est ce travail-là qui va faire que nous allons égaler aux Érythréens et autres plus forts que nous aujourd'hui. Encore progresser, encore apprendre, encore s'entraîner parce que c'est qu'une chose, c'est que le travail paye et là aujourd'hui ça le démontre et je pense que s'il continue à travailler comme ça, un jour ou l'autre on retrouvera un Rwandais sur les routes du Tour de France et pourquoi pas mieux. Le championnat d'Afrique de cyclisme est la plus grande épreuve du cyclisme africain. Il se tiendra en Afrique du Sud dès début 2015. La Tropicale Amissa Bongo aura également lieu en février 2015 au Gabon. 2 compétitions auxquelles les Rwandais comptent bien participer pour détrôner le meilleur cycliste africain du moment, l'Érythréen Mekseb Debesay. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.